Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 54 villes du Bénin accueilleront le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, dans le cadre de sa tournée nationale entamée hier. Le point des étapes de Savet, Tchaourou et Parakou dans ce journal. Aimé André Sommet Minanhouin est désormais docteur, un titre que lui confère l'école doctorale pluridisciplinaire entomologie, santé et développement d'Abomey-Calavi à la suite de la présentation des travaux de recherche sur la transmission palustre dans 3 départements du Bénin. Et puis le sort des réfugiés syriens au centre des discussions à Damas, une conférence internationale organisée sous l'égide de la Russie. Merci pour l'attention. Le président Patrice Talon poursuit sa tournée dans 54 villes du Bénin. L'objectif principal de cette tournée est de faire le point des actions menées au cours de son mandat et de recueillir les doléances des populations. Une tournée entamée par la commune de Savet dans le département des Collines, Tchaourou et Parakou dans le département du Borgou. À chacune de ces étapes, Patrice Talon, dans un discours sincère, s'est adressé aux populations pour que règne la paix. Il a par ailleurs fait part de sa volonté de se réconcilier avec son prédécesseur Thomas Boni Yahi, un vœu auquel il a convié les sages et notables de la ville de Parakou et de Tchaourou. Aujourd'hui, la délégation poursuit son périple dans d'autres communes du Bénin. Ouverture de la première session ordinaire de la Commission nationale de l'emploi à Cotonou. Plusieurs documents ont été passés au peigne fin. Frédéric Espoir Roumabou pour les précisions. Pendant 48 heures, les commissaires de la Commission nationale pour l'emploi auront à examiner d'importants documents, dont, entre autres, du projet de mise en place d'un guichet unique de promotion de l'emploi. Et là, c'est un point de réforme important parce que le gouvernement nourrit l'ambition de faire du cadre institutionnel de prise en compte de l'emploi un cadre intégré et qui ne doit plus soumettre les chercheurs d'emploi au calvaire des nombreuses portes qui donnent accès au service public de l'emploi. Il s'agit donc de se prononcer sur une option. Est-ce que le Bénin veut d'un guichet unique intégrateur ou d'un guichet unique répartiteur ou fédérateur? Il y a donc plusieurs options et la Commission nationale de l'emploi devra se prononcer. Troisièmement, nous avons entendu parler du programme spécial d'insertion dans l'emploi, en réalité de l'initiative présidentielle de l'insertion dans l'emploi, qui a déjà démarré dans un contexte spécial, mais il faut bien que la Commission nationale de l'emploi soit au parfum du contenu de ce programme spécial d'insertion. Cette session sera la seule de cette année 2020, compte tenu des restrictions qu'impose le contexte de la Covid-19 que traverse le monde entier. L'école doctorale pluridisciplinaire entomologie, santé et développement de l'université d'Abomey-Calavi a accueilli un nouveau docteur. Son nom, Aimé André Sominahouin. L'impétrant a défendu ce jeudi ses travaux de recherche qui lui ont permis d'analyser les risques de transmission palustre dans les départements de la Liborie, de la Takora et de la Donga. Aristide Setti, Romaric Devauché. Le jury vous a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement, de la spécialité entomologie environnementale et développement. Avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury.
C'est l'appréciation qui a sanctionné la thèse de Aimé André Sominawen qui a livré son chef-d'œuvre de près de 300 pages dans la soirée de ce jeudi 12 novembre 2020. Thème de cette soutenance de thèse doctorale qui lui a valu 4 ans de dur labeur. Analyse spatio-temporelle du risque de transmission palustre dans les départements de la Liborie, la Takora et de la Donga au Bénin, Afrique de l'Ouest. L'impétrant revient sur le contenu de sa thèse. Notre thèse a montré une variabilité d'existence des risques palustres, des différents risques palustres, tels que les risques palustres liés à la diversité des gîtes de lave d'Anopheles et le taux de piqûre d'Anophèle, les risques palustres liés aux incidents du paludisme et leur corrélation avec les paramètres météorologiques et les risques palustres liés aux mauvaises pratiques d'utilisation des outils de lutte dans le Nord Bénin. Le jury et les participants présents à cette soutenance de thèse ont assisté à l'une des meilleures prestations de cette saison doctorale à l'université d'Abomey-Calavi, spécialité entomologie environnementale, santé et développement. Professeur Martin Akogbetor, directeur de la thèse, apprécie. Je suis le directeur de cette thèse. C'est un travail de qualité. André a fait un très bon travail. Le sujet est très intéressant, c'est un sujet d'actualité, c'est de la géographie appliquée à l'entomologie. Vous savez, l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Lorsqu'on parle des insectes, on ne voit pas réellement de quoi il s'agit. On peut parler des insectes de façon globale, mais il y a aussi des insectes d'intérêt médical et vétérinaire, comme des insectes d'intérêt agricole. André a travaillé dans le cadre de l'entomologie médicale, donc il s'est focalisé sur les insectes d'intérêt médical et vétérinaire, et précisément sur le paludisme. Il faut souligner que Aimé André Sominawen a satisfait à toutes les questions à lui adressées par le jury, composé d'éminents professeurs des universités du Bénin. Actualité en dehors du Bénin, la France commémore aujourd'hui les attentats du 15 novembre 2015. Ce jour-là, des commandos djihadistes passaient à l'action presque en même temps dans plusieurs villes de Paris. Une série d'attentats qui a fait plus de 130 morts et 400 blessés. Plusieurs cérémonies sont prévues sur les différents lieux, mais un comité restreint en raison de la crise sanitaire. L'Europe est à nouveau l'épicentre de la pandémie du coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé. Si les pays de l'Union européenne affrontent la deuxième vague en rang dispersé, Bruxelles cherche à mieux coordonner les réponses des 27 pour ne pas reproduire les erreurs du printemps. Une union de la santé, voilà l'idée de la Commission européenne pour gérer l'urgence de futures crises sanitaires. Un outil de préparation et de coordination qui doit voir le jour au plus tôt en 2023. Nous pourrons exiger légalement des États membres qu'ils communiquent leurs données et informations. Nous pourrons surveiller leurs capacités hospitalières, leurs unités de soins intensifs et le personnel soignant. Nous serons aussi capables de déployer des équipes d'experts dans les États membres lorsqu'une crise sanitaire rend leur aide nécessaire. En attendant ce dispositif, les 27 pays de l'UE font face à la pandémie, chacun à leur manière. La Grèce, déjà confinée, a décrété un couvre-feu nocturne à partir de ce vendredi. Un confinement partiel censé durer au minimum 30 jours pour la Hongrie, où les rassemblements sont désormais interdits. Chypre a, elle, décidé de confiner jusqu'à fin novembre ses grandes villes portuaires, où le nombre de cas a explosé ces dernières semaines. Au début, ce n'était pas la même chose parce que les pays européens avaient des stratégies différentes. Ils ne disaient pas clairement quelle stratégie pourrait être la bonne. Et maintenant, tout le monde sait comment gérer cela. L'aspect le plus important est vraiment de porter un masque. Si vous quittez la maison, si vous voyez d'autres personnes, eh bien, il faut porter un masque certifié. Cela réduit encore plus le risque.
La France, qui a durci son dispositif au cours des dernières semaines, est aujourd'hui le pays européen le plus touché. Reste à se montrer optimiste en Irlande, en Espagne, en Belgique ou encore en République tchèque. De nouvelles mesures restrictives ont permis de ralentir la transmission du virus. L'investiture du 46e président américain s'annonce compliquée puisque Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite. Ses équipes juridiques disent avoir des preuves d'irrégularité, voire de fraude liées au scrutin du 3 novembre. Des accusations balayées par les agences américaines chargées de la sécurité des élections. La porte-parole de la Maison-Blanche indique détenir 234 pages de déclarations sous serment établissant des irrégularités dans un comté du Michigan. Il y aurait des bulletins comptés plusieurs fois ou encore d'autres qui porteraient la même signature. Il y a aussi des lanceurs d'alerte qui sont cités par certains médias américains. La dernière en date est une volontaire d'un bureau de vote dans le Nevada qui affirme avoir constaté des irrégularités sur son lieu de travail. Ces déclarations sont regroupé par les équipes juridiques de Donald Trump. D'ailleurs, le vice-gouverneur républicain de l'État du Texas offre jusqu'à $1 million en échange de preuves de l'existence d'une fraude électorale. Les équipes de Donald Trump s'intéressent aussi au logiciel Dominion, utilisé dans les urnes électroniques de certains comtés pour cette élection. Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, indique détenir des témoignages de salariés de cette entreprise qui fournit ce logiciel, attestant selon lui de fraude. Alors tous ces éléments sont régulièrement balayés par les grands médias américains, dont le New York Times qui a publié un certain nombre d'articles abordant ces accusations et selon leurs informations, des dizaines d'élus de partis et d'États différents indiquent n'avoir aucune preuve qu'une fraude ait pu jouer un quelconque rôle dans l'issue du scrutin. Du côté du camp démocrate, on s'active en coulisses en ce moment pour constituer un gouvernement. Joe Biden a nommé ce mercredi Ron Klain comme futur chef de cabinet. L'idée, c'est d'accélérer le processus de transition en dépit du fait que le résultat de l'élection n'a pas encore été proclamé officiellement. Joe Biden avait qualifié d'embarrassant le fait que Donald Trump ne reconnaisse pas sa défaite, mais dans les rangs des démocrates, certains se montrent bien moins patients. Nous venons d'avoir une élection présidentielle qui a divisé et qui a été durement disputée. Mais au lieu de rassembler le pays pour que nous puissions combattre notre ennemi commun, le Covid-19, les républicains du Congrès propagent des théories du complot, nient la réalité et empoisonnent les fondements de notre démocratie. La lutte contre la pandémie de Covid-19 qui est d'ailleurs la priorité de l'ancien vice-président. Il faut dire que les chiffres ici sont assez alarmants. Pour le 9e jour consécutif, plus de 100 000 cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Et ce mercredi, ce chiffre a même atteint le record de 140 000 nouveaux cas détectés. Alors un conseiller de Joe Biden a affirmé qu'un confinement national de 4 à 6 semaines pourrait permettre de limiter la propagation du virus aux États-Unis. Et puis le sort des réfugiés syriens au centre des discussions à Damas. Une conférence internationale organisée sous l'égide de la Russie s'y est penchée. Quel avenir pour ces quelques 6 millions de personnes qui ont fui la guerre? Une équipe de RT France est allée à la rencontre de certains réfugiés. Suivez plutôt. Dans le cadre de la conférence internationale sur le retour des réfugiés, nous avons pu accéder à un camp de réfugiés en banlieue de Damas où est organisée par le ministère de la Défense russe une distribution d'aide humanitaire. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces paquets. Donc de l'aide alimentaire, du riz, des conserves et voilà, des céréales. La Russie dépense environ 150 millions de dollars par an pour différents programmes d'aide au peuple syrien. Au moins 150 millions. Il est important de comprendre que l'aide humanitaire ira bien évidemment au peuple syrien, mais aujourd'hui il est essentiel de rétablir les infrastructures sociales, les hôpitaux, les écoles, les logements, les routes, créer des emplois. L'aide humanitaire peut soutenir les gens immédiatement, mais il est important de réunir les conditions pour qu'ils puissent vivre et travailler indépendamment de cette aide humanitaire. Nous sommes ravis d'être avec le peuple syrien et nous resterons avec le peuple syrien.
Comme on peut s'y attendre dans des endroits densément peuplés comme ici, la Covid n'épargne pas les camps de réfugiés syriens. Nous avons pu nous entretenir avec des médecins du camp afin de parler de la situation sanitaire sur place. Une conférence internationale sur le secours de la Fédération de Russie vis-à-vis des civils syriens se tient ces jours-ci. Nous représentons l'équipe médicale. Donc, conjointement avec le ministère russe de la Santé, des collègues syriens et des médecins, on effectue un diagnostic sur les adultes, les enfants. Nous dépistons également le coronavirus à l'aide des tests express. Comme dans le reste de la Syrie, la population du camp est très jeune. Aussi, quand une compétition de football est organisée, c'est un événement. La plupart de ces enfants n'ont connu que cette vie de réfugiés, cette vie de déplacés. Reste à espérer pour eux et pour l'avenir de la Syrie qu'un jour, ils connaîtront enfin une vie normale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.